Très rapidement, on va faire une présentation un peu de tous ces beaux jeunes gens qui sont ici, présents, et on va tourner ça comme une discussion avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, je viendrai aussi passer vous voir. On va faire une grande discussion tous ensemble sur le manga français. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, et on est là pour y répondre aussi avec vous, et en même temps de s'amuser tous ensemble. Alors, je vais commencer la présentation par Yami Shin, qui est l'auteur de Green Mechanic chez Kiyun. Yami, est-ce que tu peux te présenter rapidement à tout le monde? Merci. Je pense que tu l'as déjà fait en fait. Ben oui. Donc ouais, Yami Shin, l'auteur de Green Mechanic, et je vois pas quoi dire de plus. Ça fait combien de temps que Green Mechanic est sorti, par exemple? Ça date de 2017, si je dis pas de bêtises, le premier tome. Et là, il y a le 4e tome qui est sorti. Quatrième tome en avant-première pour le Salon du Livre. Sinon, ça sort la semaine prochaine, le 21 mars. Le 21 mars. Non, mais tu peux, tu as totalement le droit. Et j'arrivais justement sur toi. Allez-y. Est-ce que tout le monde a entendu ce qu'elle disait? Très bien. Oh, désolé, non, la non. petite voix. Oui, non. Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu as dit et mettre le micro? Comme je disais, le tome 1 est sorti en 2017. Et là, il y a le 4e tome qui est sorti en avant-première au Salon du Livre et qui va sortir le 21 mars prochain. Ok. Voilà. Et la série est encore en cours. Voilà. Top. Là, on peut voir les planches sur ça, c'est du tome l'écran. 1. Du tome 1, oui. Oui, je vais que les planches du tome 1. À côté de toi, il y a Kellen, dessinatrice de Versus Fighting chez Glénat. Je arrive sur les planches. J'ai pas du tout mis ça dans l'ordre. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est toi. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben pareil, je crois que tu as tout dit. Bon, mais donc Calonne, dessinatrice du manga Versus Fighting Story chez Glénat. Donc il y a 2 tomes pour le moment qui sont sortis. Le premier tome est sorti l'année dernière en mars, le deuxième en juillet, le prochain va sortir fin avril, début mai, sous peu. Et il y a aussi d'autres auteurs avec toi sur ce titre-là. Oui, puisqu'en fait, je ne scénarise pas le Versus Fighting Story, c'est Izu, qui est aussi connu sous le nom d'Asanka, qui scénarise, et on a un storyboarder qui s'appelle Mad, donc voilà, qui intervient donc sur toute la partie storyboard. À côté, nous avons Sylvain Dos Santos, Bonjour. qui a créé la licence Marble Gen. Ouais, voilà. Donc, je suis l'auteur de Marble Gen, donc on peut voir des petites planches ici. Marble Gen, c'est une série d'animation et c'est aussi un manga. Donc là, on est là pour le manga. La série d'animation, c'est un public un petit peu plus jeune, et puis avec le manga, on a essayé d'élargir un petit peu la cible et d'intéresser des gens un peu plus âgés que pour la série d'anime. Et à côté de toi, nous avons Mahmoud Laghem, éditeur chez H2T. Du coup, je vais arriver sur toi, qui a lancé du coup une plateforme qui s'appelle Weekly Comics et qui édite du coup du manga français, mais pas que. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Mahmoud Larghem, directeur éditorial des éditions H2T, une maison d'édition fondée en 2016 dans le but de promouvoir et de éditer et publier des œuvres exclusivement de création originale à destination du marché français. Donc, que ce soit des mangas français ou européens ou même internationaux à plus grande échelle. Donc, des mangas de créa, voilà. Alors, avant de commencer la petite discussion, comment chacun de vous est arrivé à faire du manga? On va commencer par toi. Allez. Pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Et parce que tu es en première. Parce que c'est à côté de moi, je t'ai vu. Okay. Comment est-ce que j'ai commencé à faire du manga? Oui. Alors dans mon cas, c'est juste parce que j'ai la culture pop de mon âge, c'est-à-dire Club Dorothée et ce genre de dessin animé là, enfin série, tout ça. Et puis après, c'est au fur et à mesure, enfin, moi j'avais mon travail alimentaire à côté, mais je ne sais pas comment expliquer, mais en gros le dessin, c'est au bout d'un moment, chez moi ça s'est déclenché naturellement, on va dire, et on finit par s'épanouir dans ce domaine-là. On se rend compte qu'on peut partager des histoires, des émotions et tout avec le dessin.
Moi, à la base, je faisais des petits fanzines quand j'étais à l'école, avec des agrafes et tout. Je mettais les petites feuilles, tout ça. Pas mal, pas mal. Voilà, mais il n'y avait qu'un exemplaire seulement. Donc, voilà. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire de la BD, particulièrement du manga. C'est là où j'étais le plus à l'aise. Et après, de fil en aiguille, j'ai participé au tremplin Kiyun. Et c'est comme ça que j'ai pu gagner le contrat de publication. Et pour le coup, publier Green Mechanic. Et voilà. Et du coup, ça continue encore maintenant. Donc, c'est très, très bien. C'est top, bravo. Calonne, à toi? Alors moi, pour ma part, j'ai eu un parcours un petit peu en dents de scie. Alors je suis aussi génération Goldorak, Club Dorothée, etc. Et quand les premiers dessins animés japonais sont arrivés en France, c'est vrai que ça a été une claque graphique, en fait, comme beaucoup d'entre nous. C'est surtout aussi, au-delà du graphisme, c'était les histoires, en fait, qui parlaient vraiment aux jeunes adultes, en fait, qui sommellaient en nous. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter aussi mes propres histoires et que c'était un moyen d'expression, en fait, qui me convenait bien. Donc voilà, aux alentours des 16-17 ans, on a fondé un fanzine. C'était les débuts de l'auto-édition quelque part en fait. Et puis après il a fallu travailler. Donc c'est pas évident de trouver des contrats, surtout à cette époque où en fait la création française n'était pas vraiment mise en avant. Les éditeurs étaient un peu frileux. J'ai eu toute une expérience chez les Humanoïdes Associés il y a une dizaine d'années. Ils ont sorti toute une gamme de créations françaises et européennes donc, qui s'appelait Shogun. On était donc publié dans un magazine de prépublication, un petit peu à la façon japonaise. Et puis le manga sortait tous les 6 mois en fait en kiosque. On le retrouvait en kiosque. Et puis quand ça s'est arrêté, il a fallu retravailler, puisqu'en fait, effectivement, il faut trouver des boulots alimentaires. Et il y a quelques temps de ça, il y a 3-4 ans, en fait, avec mon scénariste actuel, que je connais depuis très longtemps, on a eu envie de monter en fait, ce projet Versus Fighting Story, qui est l'histoire en fait, de joueurs de jeux vidéo. Comme le e-sport commençait à prendre de l'ampleur, voilà, c'était le moment, ça ne s'était pas vraiment fait. Donc on a négocié avec Capcom pour voir comment on pouvait avoir les droits. Et puis on a présenté ça à Glénat, puisqu'il était déjà édité chez Glénat. Et puis voilà le début de l'aventure. Et voilà, depuis que je me suis relancée dedans, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Aussi bien la partie dessin, expressif, puisqu'en fait c'est une façon d'exprimer aussi ce qu'on a en soi. Mais après tout le contact aussi qu'on peut avoir avec le public, avec les éditeurs, avec les libraires. En fait, tout ce monde-là voilà, me plaît beaucoup en fait. Alors moi, c'est un peu comme vous. Ouais. En fait, on a tous été traumatisés par le Club Dorothée. En fait, toute cette génération-là était vraiment baignée là-dedans. Donc, en fait, nos standards, c'est ça. Les histoires qu'on a envie de raconter sont puisées là-dedans. Et moi, j'ai commencé à bosser, à écrire des histoires d'abord dans l'animation, après dans la BD traditionnelle, à l'époque où il n'y avait pas encore trop moyen de faire du manga français. Et bon, dès que le manga français a commencé à exister avec Radiant, avec City Hall, avec Dreamland évidemment. Dès que j'ai vu un petit interstice, je me suis intercalé. Et mon premier manga, c'était Booksters chez Kana, avec Guillaume Lapère et Rémi Guérin. Et puis là, série d'animation. L'idée, c'était de pouvoir décliner du manga parce que c'est vraiment... en fait, le manga par rapport à de la BD traditionnelle, quand on a écrit les deux... la BD traditionnelle en tant que scénariste, et je suppose même en tant que dessinateur, c'est hyper frustrant parce qu'en fait, il n'y a que 50 pages, 60 pages, alors que là, on a 180, 150, 200 pages pour raconter une histoire. Donc, c'est un format où on peut s'éclater. Et donc voilà, je préfère, quoi. Et toi, Mahmoud, comment t'es arrivé dedans? Alors, moi, je suis l'escroc. Hein. Moi, je fais pas de manga. Les artistes sont là. Moi, je suis donc vraiment sur la partie éditoriale. Disons j'ai un parcours un peu étrange aussi, donc je rejoins complètement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que Dorothée, Club Dot, ça c'était ma nounou. Donc voilà, dans mon histoire, j'ai eu l'occasion de faire un peu plusieurs métiers, parmi lesquels le métier de libraire, spécialisé manga. Et c'était super cool de pouvoir de partager ma passion et l'enrichir en fait des conseils et des expériences de lecteurs qui venaient en fait dans ma librairie. Et avec le temps, en fait, j'ai eu envie de passer un peu à autre chose et de rentrer dans la partie vraiment éditoriale au moment où il y avait véritablement un frémissement du côté d'une nouvelle génération d'artistes qui demandaient qu'à être publiés et qui n'ont pas tous eu la chance qu'ont nos artistes talentueux ici
sur cette scène, de pouvoir avoir l'échange, la rencontre et l'opportunité de faire passer leurs histoires à travers leur création. Donc nous, notre but, c'était un petit peu d'aller chercher ceux qui aspiraient à être mangaka et qui, pour différentes raisons de timing, d'opportunité, n'ont pas eu cette chance de prime abord. Et donc on va chercher des auteurs non expérimentés et qu'on accompagne pendant tout le processus de création. Et c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, nous passionne énormément et nous fait voyager aussi. Est-ce que vous avez des questions déjà ici pour prendre part à la discussion? Non? Personne? Bon, ah si, au fond, très bien. J'arrive. Ouais. Hop. Bonjour, je suis étudiant en édition et je fais un mémoire sur le manga français pour cette année. Et j'aimerais vous poser une question qui m'intéresse beaucoup, c'est selon vous, est-ce qu'il y a un précédent Radiant qui vient de se créer avec l'adaptation en animé et son export au Japon? Est-ce que pour vous, ça crée un précédent et est-ce que pour vous, le marché japonais pourrait s'ouvrir à des publications d'autres mangas français de façon plus expansive? Merci. Merci. Vas-y. Ouais, merci pour la question. Donc je me mets un peu en mode Madame Irma sur ce coup-là. Radiant a définitivement créé un précédent. À mon sens, Radiant s'est inscrit effectivement dans d'abord une continuité d'expériences éditoriales qui ont été amorcées et initiées depuis longtemps en France. Et c'est un peu le moment où tous ces ingrédients ont fini par donner une recette qui a véritablement attiré l'attention et l'œil des Japonais. Je pense que, alors là, je vais plus m'exprimer, je vais donner ma propre opinion. Radiant a effectivement créé un précédent qui est indéniable. Et je pense que ce n'est pas un procédé qui est appelé à être systématisé. Je pense que, là, je ne veux pas parler pour l'auteur, mais j'ai tendance à croire que ce n'était pas une obsession de sa part d'entrée de jeu, d'être l'espèce de monomania, d'être publié au Japon et encore plus d'avoir un animé. Mais c'est plus une succession d'opportunités qui sont créées à partir du moment où sa licence s'est installée et où le rythme de production a pu laisser penser à des Japonais que aujourd'hui, en France, en plus d'avoir un style qui commence à répondre à nos codes à nous, mais il y a une méthode de travail et une rigueur éditoriale qui fait que, oui, là, on a un produit qui est crédible pour le marché japonais. Donc, je suis incapable de dire si c'est une envie de s'ouvrir complètement et d'aller piocher dans le vivier d'auteurs français et occidentaux. Moi, je l'espère, c'est mon rêve, mais ce n'est pas une obsession. Du coup, Sylvain, tu penses que tu peux y répondre aussi par rapport à Marble Game, qui est aussi une licence, qui peut y avoir des animés? Nous, on fait l'inverse, puisqu'on part d'une série d'animation et on fait un manga, donc c'est un procédé qui est complètement différent. Puis c'est franco-français, donc c'est pas du tout la même chose. Pour répondre sur Radiant, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de facteurs business autour du passage en animé qui ont facilité les choses et que on ne peut pas totalement penser que le succès même seul de Radiant au Japon a généré un animé comme ça aurait pu se faire sur des mangas japonais par exemple. Je pense qu'il y a un lien que Kankama a avec des acteurs japonais qui a fait que le truc était possible, mais que c'est pas juste éditorial et c'est pas juste un phénomène qui commence, c'est quelque chose de circonstanciel, quoi, je pense. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière, mais est-ce que le manga français, maintenant, du coup, il est publié, mais avant, ont été obligés de passer par le côté fanzina? Est-ce qu'il n'y avait pas de moyen d'être publié directement? On était obligé de passer par du fanzina? Nous, on est passé par le fanzina, mais c'est parce que c'était peut-être l'époque. Je ne connais pas le parcours de tous les auteurs français. Je ne sais pas s'ils sont tous passés par le fanzina. Je pense que non, en fait, je pourrais répondre pareil que toi parce que autant oui, pour le coup, moi aussi, je suis aussi passée par le fanzine. Après, le fanzine, ça aide beaucoup à s'entraîner au niveau du dessin, parce que aussi avoir peut-être un rythme, parce que je connais des personnes qui chaque Japan Expo vont sortir un bouquin, par exemple, ou une suite de bouquins, etc. Donc ça permet quand même de pouvoir s'habituer. Pas forcément un rythme de publication comme on pourrait s'imaginer professionnel, mais au moins ça permet de se donner
un petit peu de rigueur, voilà, exactement, dans ce domaine-là. Après, voilà, pour le coup, c'est pareil, on ne peut pas trop se prononcer sur le parcours de tous les auteurs, tous et toutes les auteurs dans le domaine du manga français. Je prends aussi des questions ici. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir à partir de quel moment en fait on nomme un manga en France. Quels sont en fait les critères pour catégoriser une bande dessinée soi-disant inspirée manga comme manga? Est-ce que c'est le style, c'est le format, c'est le thème? Enfin, un mangaka japonais, je ne sais pas, comme Matsumoto, qui a quand même un style particulier, bah, il garde le format manga et on le considère mangaka. Mais s'il était en Europe, est-ce que ça serait... C'est une question complexe. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, c'est très clair, mais c'est vrai que c'est la question qui revient souvent, en fait. Qu'est-ce qui détermine un manga? Est-ce qu'il y a des mangas, en fait, qui se rapprochent plus? Tout à l'heure, en fait, ça parlait des graphic novels, et c'est vrai qu'il y a des mangaka qui pourraient se rapprocher un petit peu des romans graphiques. Pour moi, le manga, c'est surtout en fait un format, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pages. C'est en noir et blanc parce qu'il y a beaucoup de pages, donc pour produire, en fait, ça serait en couleur, ça serait pas vivable, c'est pas un modèle économique qui serait vraiment rentable. Et puis dans le manga, en fait, tu as beaucoup de liberté, beaucoup plus que sur tout ce qui est bande dessinée plus traditionnelle, du fait justement du format et du nombre de pages. Et puis en gros, en fait, tu peux un petit peu rapprocher ça de la série télé. C'est un petit peu la différence qu'on peut faire entre le film et la série télé. Les mangas, ça c'est pas vrai pour tout, hein, mais je veux dire, souvent les séries, c'est des séries, ça se suit, c'est des épisodes qui sont à continuer et qui tournent autour en fait de l'histoire des personnages. En fait, c'est eux qui font l'histoire. Alors qu'en bande dessinée un petit peu plus traditionnelle, on a plus un fond, c'est plus l'histoire et les personnages qui gravitent autour. Donc il y a un petit peu de ça. Après, au niveau du style, dans le manga, tu trouveras un petit peu de tout. Effectivement, tu as les choses un petit peu plus traditionnelles et assez classiques. Et puis, tu as des choses qui se rapprochent un petit peu du semi-réaliste. Et maintenant, les frontières, en fait, on voit que ça a beaucoup bougé. Parce que quand tu regardes aussi ce qui se fait dans la bande dessinée un petit peu plus traditionnelle, les auteurs un petit peu plus jeunes de la nouvelle génération aussi ont été imprégnés par ce style-là. Donc, on a quelque chose d'un petit peu métis. Et pour la plupart des auteurs de manga français, au niveau de leurs histoires, on a aussi notre culture, donc on a la culture japonaise, mais en fait on n'est pas japonais, donc on ne peut pas vraiment parler de ce qui se passe au Japon, d'histoire japonaise. Donc on va te parler un petit peu de notre quotidien, on va mixer un petit peu avec notre quotidien. Et c'est en ça que les frontières ont un peu changé. Moi, ce que je voulais surtout préciser, c'est que c'est vrai qu'on a tendance des fois à penser que manga français égale quelque chose à part. Heureusement, c'est en train de changer un petit peu maintenant, mais ceux qui me connaissent un peu savent qu'il y a des mots qui ont tendance un petit peu à me trigger, à me déranger un peu. C'est quand on nomme une autre appellation manga parce que c'est un manga français. Manfra. Ouais, voilà. Franga. Ou Global Manga, Global comme Manga. ça. Pour moi, on se complique trop la vie. C'est le manga, de toute façon, il y a des codes. On le voit, je veux dire. C'est à partir du moment où on prend le manga et on se dit « Ah, c'est un manga », et on le nomme comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a le nom, c'est un nom différent et que c'est pas japonais qu'on doit d'un seul coup leur nommer différemment. Si pour toi tu vois ce format-là et que tu dis tiens ça ressemble à un manga, c'est que déjà ton cerveau il est convaincu que c'est un manga et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc pour le coup c'est vrai que au niveau du format, ou que ce soit, il y a des mangas qui sont en couleur, il y a des mangas qui sont même pas dessinés par des japonais mais qu'on croit que c'est dessiné par des japonais. Il y a des mangas au niveau du découpage qui font très franco-belge et pourtant on les considère aussi comme des mangas alors que même le format est différent. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut vraiment pas se compliquer la vie. Si toi tu vois un truc en noir et blanc, un livre en noir et blanc et que tu vois que le nom il est européen mais que le style ça te fait penser à du manga, qu'il y a des codes du manga, qu'il y a même des onomatopées même si elles sont pas japonaises, mais que tu te dis ça se lit droite à gauche ou gauche à droite. Voilà, il y a un moment, je pense que c'est assez clair quand même et qu'il ne faut pas se compliquer la vie à ce niveau-là. Sylvain, tu veux dire quelque chose? Non, tout a été super dit. C'est vraiment pour moi, c'est un format. Effectivement, il n'y a même pas de notion de sens de lecture parce qu'il y a des mangas qui sont largement considérés comme des mangas français et qui sont en sens de lecture occidental. Donc, tout a été dit. Est-ce qu'on peut parler qu'il y a aussi
Du coup, je pose les pieds dans le plat, mais une question de genre par rapport à du shonen, du shoujo, etc. Est-ce que dans le manga français, en fait, et même dans le manga, là, ce qu'on fait, en fait, la question de sectorisation, on s'en fout un peu? Je sais pas si on s'en fout, mais j'ai l'impression quand même que le manga français a tendance quand même à aller chercher une cible un peu plus élevée. C'est-à-dire que je vois pas de shonen ou de cible en dessous qui soit populaire en France, quoi. J'ai l'impression qu'on est sur du shonen up systématiquement, voire du seinen. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être Ouais. qu'il y en a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est le shonen up, le seinen, est-ce que tu peux... Bah alors voilà, j'ai voulu faire le malin, maintenant j'explique. Non, le seinen globalement c'est vraiment pour adultes et c'est vraiment des histoires, des thématiques. Enfin dans l'appellation c'est pour adultes, donc voilà. Et le shonen c'est pour une cible plus jeune, avec souvent ce qu'on appelle le shonen neketsu, qui est une appellation de défi, de progression, d'affrontement. Voilà. Et le shoujo c'est censé être du manga pour les filles. Voilà. Après c'est très sectorisé. C'est vrai qu'en plus la culture française qui se développe encore plus a tendance à faire péter les codes, désectoriser tout ça. Donc on a le côté garçon-fille très strict qu'on a dans le manga, au final ça vole un peu en éclats. Je ne sais pas ce qu'il en est au Japon, mais en tout cas en France c'est plus tellement la mode de sectoriser comme ça. Mais oui, en tout cas, je pense qu'on peut vraiment dire que le manga pour les plus petits a du mal à fonctionner aujourd'hui en France. Ouais, je pense que jusqu'à un certain point, la sectorisation a une vertu pratico-pratique. Genre, tu es en librairie, tu sais pas où le mettre, c'est écrit dessus, bim. Mais d'un point de vue d'un lecteur, je pense que ça finit par poser des barrières, en fait, et à trop encourager, ou en tout cas à peut-être réfréner des envies de sortir de sa zone de confort. Je trouve ça un petit peu embêtant que par moment, comme je suis assez d'accord avec ce que dit Sylvain, dans le sens où faire du shonen exactement à la façon japonaise, plus qu'une question de propos, c'est une question de méthodologie, une question de méthode de travail et de voir à qui est-ce qu'on s'adresse. Et il se trouve qu'on a la chance d'avoir des auteurs qui, eux, sont influencés par plein de styles différents. Il est normal que, même si avec le temps, le genre manga made in France arrive à coller de plus en plus au style japonais, mais il n'a jamais été aussi capable de toucher différentes couches socioculturelles ou même internationales. Et la sectorisation, bien qu'aujourd'hui elle continue de se faire dans nos librairies ou dans les tags de recommandations quand on achète en ligne, enfin c'est vraiment un outil, une boussole pour se repérer, elle n'est pas aussi pertinente qu'il y a quelques années. Donner un exemple, fin des années 80 ou dans début des années 90, les animés qui passaient à la télé étaient beaucoup plus tout public en fait. C'est-à-dire que des séries comme Juliette Je t'aime, qui aujourd'hui peuvent être perçues comme de la romance ou du shoujo, de la tranche de vie, voire du josei, moi je me tuais à ça et pourtant j'avais pas l'impression d'être mis dans une catégorie ou dans une case. Pareil pour City Hunter, on en parle beaucoup en ce moment. Pareil, voilà. Donc on était sur quelque chose de plus ouvert et où tous les ingrédients, en tout cas, étaient rassemblés au sein d'une même œuvre et tout le monde pouvait s'y retrouver. Donc il y a une phase d'hyper-sectorisation, peut-être pour des questions et éditoriales et commerciales, mais j'aime bien l'idée qu'aujourd'hui, ce soit un peu plus flou, ce soit un petit peu plus brouillé et que les lecteurs arrivent justement à naviguer davantage entre les genres. Voilà. Et vous, en tant qu'autrice, est-ce que vous dites, ok, ça ne sera pas dans des cases, mais comment ça se goupille en fait? Surtout, je me dis que maintenant, les mentalités changent beaucoup et très vite. Et on peut voir qu'on n'a pas forcément envie de se dire, tiens, ce manga-là, ça sera pour les filles, forcément. Parce qu'on commence à se rendre compte que non, on peut laisser des garçons lire des shoujo s'ils ont envie, ou des shonen, là ça serait pour les garçons, alors que non, pas du tout. Moi, si je prends le cas pour un crime mécanique, j'ai de tout, mais j'ai vraiment de tout. C'est-à-dire que j'ai des garçons, des filles, des jeunes, des très vieux, des mamans, tout ce que voilà. Donc à la base, quand j'ai fait le manga, je visais pas forcément un public en me disant je vais viser les filles parce que mon personnage est féminin. Je me suis dit non, mon personnage principal est féminin.
je me suis dit non, je vais faire un personnage principal féminin parce que j'ai envie de le faire. Et tant mieux s'il y a des garçons qui se représentent dans ce personnage-là ou des filles qui se représentent dans les personnages masculins. Et je pense que on peut déjà le voir dans la société de maintenant. Il suffit de faire un tour, je sais pas moi, sur Twitter ou tous ces trucs comme ça, où on se rend compte que ben oui, on n'a plus trop envie de faire des choses spécialisées. Enfin, pas forcément qu'on n'ait pas envie, mais on commence à se dire ouais, on n'est pas obligé que cette chose-là soit pour les garçons, ça se voit pour les jouets d'ailleurs, ça se voit pour les vêtements ou quoi que ce soit. Et il y a une certaine de liberté maintenant, et c'est très bien d'ailleurs, parce que pour le coup, on n'est pas forcément obligé de se dire si je fais un truc, un manga, une histoire d'amour, il faut forcément que ça parle aux filles, donc je vais faire des beaux garçons avec des paillettes partout, enfin vraiment le cliché de ce qu'on pourrait imaginer japonais typique, voilà, et c'est ça qui est un petit, je dirais même la force du manga français, c'est cette espèce de liberté où on n'est pas forcé de rentrer dans un code de magazine ou quoi que ce soit, ou se dire voilà, si ça va être un shonen, il va falloir que je fasse l'adolescent typique qui va partir à l'aventure ou je sais pas quoi, enfin bref, vraiment un peu le cliché, mais là je vais vraiment dans le cliché pour le coup, hein, mais pour qu'on se rende bien compte, mais voilà, moi j'aime bien ce fait qu'on peut avoir vraiment cette liberté de dessiner ce qu'on veut, comme on veut, et en plus on peut véhiculer un message avec ça en disant bah écoutez, lisez, et je pense que c'est pareil pour votre manga aussi. Oui, mais effectivement, on est plusieurs dessus. Voilà, ouais, mais c'est-à-dire que par exemple, on n'est pas obligé de, enfin après je pense, hein, mais on n'est pas obligé de connaître forcément le domaine du versus fighting pour forcément dire c'est pas élitiste quoi pour le Absolument, coup, et de toucher le maximum possible. Voilà. C'est comme si on disait bah, ton manga ça va être que des gens qui jouent à des jeux vidéo et donc des garçons pour le coup. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où on se prend beaucoup la tête en fait. Et plus tu te prends la tête, plus tu brides ta capacité créatrice en fait. Si tu as envie de raconter quelque chose, tu le racontes à ta façon. Alors peut-être que ça sera un peu stéréotypé, mais peut-être parce que c'est la façon dont tu as envie de le raconter. Mais si tu as envie en fait de l'ouvrir, rien n'empêche de l'ouvrir en fait. En gros, il faut juste faire ce qu'on aime et puis se faire plaisir. De toute façon, le principal d'une histoire, c'est de toucher le plus de monde possible. Donc voilà, avec toute la bienfaisance qu'on peut avoir. Et donc, voilà. Après, tu as des gens qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Exactement, mais bon, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions aussi là? Oui. Ah. Alors, je vais prendre monsieur et ensuite madame d'abord. Ah, merci. Bonjour à tous. Alors, on a eu les propos des auteurs sur la classification shoujo, shonen et compagnie. On n'entend pas très bien en fait. Ah, ok, là comme ça va mieux? Ouais. Ok. Alors, on a eu votre point de vue d'auteur sur la classification shoujo, shonen. Et maintenant, qu'en pense l'éditeur? Telle est ma question. Comment viser un lectorat qui maintenant est habitué à ranger les mangas dans des cases? Ah, Naruto, c'est un shonen, donc c'est pour les garçons. Ah, Lady Oscar, super shoujo, ça brille, ça fait des paillettes partout, c'est pour les filles. Donc, comment faire avec le manga français pour toucher les lecteurs? Comment leur donner envie? Comment leur présenter un manga d'un nouveau genre, tout en se confortant aux classifications basiques? Merci. Alors, déjà en partant, l'idée c'est, en tout cas, là encore je vais juste parler du travail qu'on fait chez H2T. On n'essaye pas systématiquement de mettre en avant des œuvres comme des licences japonaises sont mises en avant auprès d'éditeurs qui, eux, importent et promeuvent les licences étrangères. Pour une question d'abord très simple, c'est que on n'a pas vocation à présenter des séries comme des enjeux, en fait, c'est pas trop le truc. L'idée, c'est effectivement, la question est assez juste, comment est-ce qu'on fait pour atteindre un lectorat qui est en recherche de diversité? En fait, c'est plus ça le truc. Le secret, c'est, premièrement, c'est de ne pas être pressé, en fait. Il y a un outil de communication qui est redoutable et qui est hyper efficace, qui s'appelle le bouche à oreille, et qui ne marche que si on lui laisse le temps. C'est une chaîne, en fait, on essaie de construire une collaboration saine entre le travail qu'on fait avec l'auteur et le travail qu'on fait avec l'équipe commerciale et les libraires aussi, qui
fatalement doivent aussi un peu jouer le jeu pour que ce genre, en tout cas, de mangas originaux et un petit peu intergenre puisse en tout cas prendre et atteindre sa cible. Mais, et encore, j'utilise le mot cible, mais c'est pas véritable. Déjà, même là, je me trompe en fait. C'est pas, on ne cherche pas à dire, voilà, moi je fais un manga shonen, donc je veux absolument atteindre les lecteurs de shonen pur. Je pense que ce serait une erreur, c'est pas comme ça qu'on procède. On fait, comme le disent très très bien Yami et Calonne, on essaie de mettre en avant des œuvres que les auteurs veulent faire pour se faire plaisir. Et on le voit, en fait, il est assez évident que c'est quelque chose dont les lecteurs sont assez friands à partir du moment où on leur laisse le temps de découvrir ça. Donc il y a une petite pédagogie à faire dans un premier temps avec les libraires pour dire, bon ben voilà, là, voilà, c'est pas Promised Neverland qu'on vous met entre les mains, c'est allez-y mollo, c'est un travail sur lequel il va falloir faire découvrir le travail de nouveaux auteurs. Alors d'abord, on est un nouvel éditeur, en plus on a des nouveaux auteurs, donc ça fait beaucoup de nouveaux d'un coup pour les gens. Mais voilà, ils jouent le jeu. Et puis, il y a toute la partie, alors ça c'est un truc, quand on fait de la créa, on a de la chance, et nos 3 auteurs ici peuvent en témoigner, bah, vu qu'ils sont ici, on peut faire plus de rendez-vous avec le public, des rencontres, des dédicaces, ça participe énormément aussi à la promotion des œuvres. Et voilà, c'est des initiatives de ce genre-là qui arrivent à tisser des ponts, parce que mine de rien, en fait, on est au début d'un phénomène. Moi, je pense qu'il est un phénomène parce que les auteurs sont hyper talentueux, le lectorat est là. Il n'y a qu'une question de temps pour que des titres comme ceux qui sont présentés aujourd'hui, ceux que nous publions, explosent véritablement. La question posée de Radiante était assez légitime, même si ce n'est pas un procédé systémique. On l'espère quelque part au fond de notre cœur, on espère que tout le monde connaisse le succès d'un Radiant. Mais voilà, on procède par ordre, doucement, et étape après étape, pour installer les titres, mais il faut du temps. Oui. Bonjour. 1, 2. Je voulais savoir, donc on a des séries maintenant en France comme City Hall ou Dreamland, donc Global Manga m'en fera, enfin je ne sais plus exactement le terme exact, mais en tout cas j'aimerais savoir, donc première question c'est comment le marché Global Manga Manfra marche en France. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça a des difficultés à marcher? Est-ce qu'au niveau international, dans d'autres pays, je pense notamment à l'Espagne qui a aussi un gros consommateur de manga, comment ça se passe? Voilà, donc ça c'est ma première question. Alors déjà tu as dit Manfra, donc tu as un gage. Oui, pardon, mais à coup pas. On réglera ça tout à l'heure, mais... non mais peut-être pareil, hein, c'est... Non, bah après en termes de... S'il y a plusieurs questions dans ton argument, quelle est ta question prioritaire? Bon, la principale, c'est... je la pose directement au directeur éditorialiste. Est-ce que aujourd'hui, le manga français, pardon, je suis pas passé loin, le manga français marche? Est-ce que ça patauge un peu? Et est-ce qu'au niveau international, est-ce que ça fonctionne au moment, ou alors ça a du mal à démarrer? Alors là, effectivement, c'est plus une question pour toi. J'ai l'impression qu'il y a quand même... En fait, déjà, j'ai l'impression que les ambitions des éditeurs ne sont pas exactement les mêmes en termes de succès par rapport à de la BD traditionnelle. Ça a je pense, les avantages et les inconvénients de la niche. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a peu d'auteurs. Donc, il y a une concurrence, entre guillemets, en manga français qui est moins importante. Après, tu te prends aussi en pleine face tous les standards du genre. C'est difficile de lutter contre un One Piece ou contre un Boruto aujourd'hui ou My Hero Academia, etc. Donc je pense que les éditeurs sont plus dans une posture d'attente. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de... Il y a des gros succès comme Radiant et Dreamland, je pense que c'est les deux grosses locomotives. Et après, les autres se construisent petit à petit. Je pense qu'on est au tout début de quelque chose, donc il faut attendre que ça se stabilise, et je pense que les éditeurs en sont très conscients. Vas-y, Yami, tu voulais dire quelque chose? Surtout, il ne faut pas oublier que le manga français est très jeune en fait, par rapport au manga japonais. Eux, ils ont des années d'expérience. Moi, je me dis, on est encore des enfants à côté, et par rapport à ce qu'on arrive à faire, on arrive, je me dis quoi, en 20 ans à peu près, 15-20 ans,
on a quand même rattrapé quelque chose qui est ancré dans une culture depuis très très longtemps, et nous on a quand même bien réussi à se l'approprier. Donc, et puis en plus, on parle de choses qui sont difficilement comparables au Japon. En fait, nous, on travaille seuls. Enfin bon, moi c'est exceptionnel, on travaille à 3. Mais au Japon, ils sont beaucoup plus nombreux, donc en fait, ils peuvent faire une production de masse aussi. Toi, quand tu dessines, je ne sais pas combien de temps tu mets pour produire un album. Vous mettez tous les 3 du coup pour faire un album Moi, pour un tome, sachant en plus que je n'ai pas une vie comme un Japonais, donc je m'autorise quand même un petit peu de temps libre, des vacances aussi. Mais il faut compter à peu près 8 mois pour un tome de 180 pages. Oui, pour la plupart, on est tout seul et on s'autorise quand même des heures de sommeil, etc., etc. On n'a pas ce côté manga de publication dans le magazine avec la boisson énergétique et les 2 assistants à côté et les 2 heures de sommeil. Et pour toi, Calonne? Alors, comme moi, je ne fais pas le storyboard, c'est 5 mois de travail. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est toute une partie quand même que je n'ai pas à faire. Mais sinon, ça reviendra à peu près à ça si on veut avoir un temps personnel, un temps familial, un temps de vie sociale, tout simplement. Il faut compter en plus, pour ceux qui n'ont pas le scénariste à côté, il faut aussi compter. Oui, encore, aussi, voilà, donc ça fait à peu près 8 mois. Et encore 8 mois, c'est bien, tu carbures bien. Donc en fait, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rivaliser et sortir en fait un tome tous les 2 mois. Ce qui fait qu'en fait, au Japon, en fait, ils sont fidélisés, ils attendent en fait leur tome. En plus, ils ont la prépu et tout ça. Nous, c'est déjà plus compliqué aussi, donc c'est difficile de comparer. Par contre, le seul comparatif qu'on pourrait faire, en tout cas en France, c'est ce qui se passait il y a 10 ans et ce qui se passait maintenant, en fait. Il y a 10 ans, c'était quand même très, très compliqué et le public n'était pas du tout chaud pour, en fait, accepter qu'un auteur français puisse faire, en fait, du manga. Ça a été compliqué. Maintenant, ça commence à rentrer dans les mentalités. Il y a même, en fait, des groupes sur Facebook et autres qui nous suivent, qui nous soutiennent et on les remercie. Qui reviennent nous voir en festival. Mais on est encore une fois, on est au début et comme tu disais aussi, il va falloir prendre le temps que ça se fasse, le temps que le public aussi adhère, qu'il y ait le bouche à oreille qui se fasse aussi. Et aussi peut-être laisser le temps à des séries de marcher, de décoller, de prendre de l'ampleur. Le souci souvent, c'est que quand une série ne marche pas, en fait, ça s'arrête. Donc les éditeurs ne laissent pas forcément aussi la chance à la série de prendre son envol, son essor de l'ampleur. Mais ça va se faire. Restons optimistes. Et Sylvain, tu m'as combien de temps et du coup, moi, ça va vite parce que j'écris, donc par définition, je vais beaucoup plus vite. Donc, en général, je mets un mois de travail sur un script. Après, Grelin a mis, si je ne m'abuse, on était très pressé parce qu'il fallait que ça coïncide avec la sortie de l'animé. Et donc, je crois qu'il a mis un peu plus, 1 an et demi pour faire les 3 tomes. Là, en gros, le tome 1 est sorti. Ouais. Le tome 1 est sorti, je crois, il y a quelques semaines. Le tome 2 va sortir au mois d'avril, fin avril, je crois, et le tome 3 est prévu pour Japan Expo. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui. Donc, alors après, on avait pris l'avance et tout, mais non, il a été super fort. Il est très fatigué. Il n'avait pas la main. Je le salue. Voilà. Il n'avait pas la main en feu après. Non, je pense que si. Je pense que si. Mais après, c'est pareil, Grelin. Alors, je peux parler pour lui un tout petit peu puisqu'il n'est pas là. C'est vraiment un de ces dessinateurs qui a été biberonné à la japanime, au manga et qui rêvait de faire du manga, qui a toujours fait de la BD franco-belge. Et pour lui, l'opportunité de faire un manga avec Marble Gen, c'était tellement extraordinaire que il s'est donné, il a fait un truc de fou et on le remercie tous, y compris Kana. Voilà. Est-ce que, du coup, je vais poser une question pour toi. Est-ce qu'une des solutions pour redorer aussi le manga français et que ce soit encore plus fort, c'est de créer une licence ? Ouais, après, ça c'est un peu ma stratégie. Moi, j'ai forcément un point de vue un peu plus marketing des choses, parce qu'en fait, j'ai commencé à créer des séries d'animation qui a un marché extrêmement agressif, où il fallait absolument avoir un petit input marketing pour attirer l'attention des chaînes, des producteurs, etc. Donc j'ai toujours en tête de créer une licence, de créer quelque chose d'un peu plus vaste. Et je pense que c'est une des clés pour faire parler du manga en France, c'est effectivement de dire on a un animé, sur Marble Gen on aura aussi de la BD traditionnelle, on aura aussi des petits romans, etc.
Donc il y a même des vraies billes avec lancé, on est très content. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire du bruit autour du produit, de faire des belles choses, mais surtout de raconter des histoires qu'on a envie de raconter. Après, ça ne peut pas être la seule façon de percer, hein, sinon, parce que c'est des grosses machines, c'est très compliqué. Ouais, la licence, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer développer, mais il y a des cadres légaux et législatifs qui encadrent extrêmement bien la propriété intellectuelle en France. Donc en fait, ça doit se faire de concert avec tous les acteurs en fait, qui pourraient intervenir sur un projet comme ça. L'avantage, c'est que, notamment, voilà, on pourrait penser à des possibilités d'avoir un scénariste qui puisse travailler avec plusieurs dessinateurs, qui puisse aborder son histoire d'univers différents et qui puisse parler à un lectorat féru de tel ou tel type de dessin. Donc dans ce cas-là, on aborde la licence de manière plus fédératrice que purement commerciale. Et après, il faudrait avoir effectivement les moyens et les structures derrière, les studios d'animation ou bien les boîtes qui peuvent créer un petit jeu vidéo ou n'importe quoi. Mais il faudrait que les structures soient là, mais restent en tout cas locales pour éviter, pour en tout cas optimiser les coûts, parce que malheureusement, développer une licence, c'est aussi une question de coût. Est-ce que vous avez des questions? Oui, derrière. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté? Non, de ce côté. Très bien. J'arrive. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Moyen. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu le son de nos micros, si c'est possible? Bonjour, vous m'entendez bien? Alors, je vais justement rebondir sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous pensez actuellement des écoles de manga et s'il serait possible d'avoir un studio d'animation français ou non? Voilà, merci. La question est, est-ce que vous connaissez des écoles de manga? Et j'ai pas compris sur les écoles d'animation. Qu'est-ce que vous pensez des écoles de manga? Et s'il est possible d'avoir un studio d'animation en France? Alors, un studio d'animation, il y en a plein. Ouais. Mais qu'est-ce que tu entends par studio d'animation? Tu veux dire qu'il fait de l'animé vraiment au sens japonais du terme? Ah, d'accord. Ouais. Alors oui, ça c'est un petit peu plus dur. Il y a des choses qui existent, hein. Par exemple, quand tu prends Wakfu par exemple, Ankama a intégré complètement l'animation dans son process. Après, l'animation en France, c'est un marché qui est extrêmement développé. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gens extrêmement talentueux. Ce qui va à chaque fois guider les productions, les projets qui se font ou qui ne se font pas, c'est les attentes des chaînes. Et il se trouve qu'en France, les chaînes de télévision ont une cible qui est beaucoup moins élevée que ce qu'on voit en animé au Japon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, la majorité des animés vont être plutôt des animés pour les 10 ans maximum. Donc dans ces conditions-là, c'est très difficile de voir émerger ne serait-ce que du shonen à la japonaise. C'est-à-dire que nous, on va essayer, moi je suis le premier à essayer avec ce que je fais avec Marble Gen, avec ce que j'avais fait auparavant sur Bass Cup, avec d'autres séries qu'on produit aujourd'hui, à essayer de pousser un petit peu le shonen à la française, mais ça doit toujours rester dans un cadre qui est pour les un tout petit peu plus petits, qui pourrait s'apparenter à si on est dans des cases, à du Kodomo plutôt, à du shonen pour les plus petits. Mais aujourd'hui, avoir ne serait-ce qu'un Naruto ou un One Piece, parce qu'il y a vraiment de la bagarre, parce que parfois il y a du sang, ça c'est pas possible aujourd'hui. Donc c'est pas un problème de studio, c'est un problème juste c'est une question plutôt de diffuseurs et de chaînes de télé. Du coup, on va passer sur l'autre question qui était sur les écoles de manga. Ou tu veux y répondre aussi sur ça? Ouais. Alors, du coup, ça se met un peu dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure pour ce qui est du recul qu'on a par rapport au phénomène, ou en tout cas au marché du manga made in France. Voilà, c'est encore une fois un marché nouveau. Je pense que les écoles de manga qui ont vocation, en tout cas à promouvoir et à découvrir des talents, ont aussi besoin d'un certain recul. Alors, il en existe en France, hein, il y en a un certain nombre, je pense que dont l'ancienneté est quand même encore relative à ce niveau-là. Mais alors, pour le coup, les auteurs qui travaillent en tout cas chez H2T, tous autant qu'ils sont autodidactes. Il n'y en a aucun qui sort d'une école, même si certains d'entre eux, en tout cas, il n'y en a aucun qui sort d'une école de manga, même si, en tout cas, certains d'entre eux, ou même un bon nombre, ont suivi des cours, en tout cas, d'art, de formation académique, plus académique, vraiment, genre, tu vois, les beaux-arts, faire des cours de nu, comprendre l'anatomie. C'est vraiment le côté hyper classique qui t'apprend à dessiner, mais ne t'apprend pas forcément à dessiner du manga. Le reste, c'est l'application que toi, tu en feras, finalement.
Pour le reste, nous en tout cas en tant qu'éditeur, se revendiquant dénicheurs de talent, on ne peut absolument pas ignorer le travail que font les écoles de manga. On suit ça de très près et on a aussi encore déjà à l'heure actuelle des collaborations avec certaines d'entre elles pour intervenir et suivre en tout cas lors de rencontres avec les étudiants de différentes années, l'avancée et le suivi de leurs travaux. Donc oui, ça existe. Maintenant, dans quelques années, on saura si véritablement ça a un véritable impact sur le marché et la création éditoriale. Et vous deux, justement, c'est quoi votre parcours? Est-ce que vous avez des études de beaux-arts? Est-ce que c'est de l'autodidacte? Non, alors moi je suis totalement autodidacte, mais j'en connais beaucoup qui le sont, qui n'ont pas spécialement fait ni d'école spécialisée bande dessinée, puisqu'à l'époque, école manga n'existait pas, ni du dessin académique. Donc ça prouve aussi qu'on peut y arriver sans forcément passer par une école. En fait, l'avantage d'une école, c'est que c'est peut-être un petit peu plus rapide, puisqu'en fait, on a des enseignants qui sont là pour rectifier, corriger, orienter. Après, maintenant, avec les outils d'Internet notamment, il y a beaucoup de tutos. En fait, si tu veux te donner les moyens en fait, de voir et de t'entraîner, c'est possible. Encore une fois, ça sera peut-être plus rapide quand tu es dans une structure. Et en même temps, tout dépend aussi de ta façon d'aborder les choses. Il y a des gens qui aiment vraiment être libres et tester énormément de choses par eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui aiment vraiment être drivés, pris par la main et être vraiment encadrés. Donc voilà, tout dépend. Et c'est très bien qu'il y ait des écoles de manga. Ça veut dire qu'en fait, potentiellement, on a peut-être des gens qui vont arriver sur le marché parce qu'il y aura des lecteurs aussi pour. Donc peut-être que ça va se développer aussi. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de comparer le marché français avec le marché japonais. Les ventes de mangas, mais même mangas, tout simplement, en France, ne sont pas du tout les mêmes qu'au Japon, même si on est des très très gros consommateurs. Donc voilà, il y a toutes ces habitudes-là aussi à changer. Et puis comme on disait aussi tout à l'heure, autant nous à notre époque, avec le Club Dorothée, il y avait des chaînes qui diffusaient vraiment de l'animé, mais pratiquement constamment toute la journée. Là, maintenant, ça n'existe plus vraiment comme ça a été à une époque dans les années 90 aussi. Donc, est-ce qu'il y a la place en ce moment pour diffuser ce genre de choses? À part les chaînes vraiment spécialisées, mais ça, c'est des chaînes sur le câble, mais sur les chaînes grand public, on a plus ce qu'on a pu connaître à une époque où tout le mercredi du matin au soir, en fait, tu avais du dessin animé. En rentrant de l'école, tu avais du dessin animé. Le week-end, tu avais du dessin animé. Là, c'est plus possible. Ça a été remplacé par les chaînes de câble et avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, sur les chaînes de streaming. Alors du coup, je vais pouvoir être une des rares personnes qui a fait une école d'art ici, mais ça a été une année d'école d'art et de BD et d'illustration. C'était il y a longtemps, et le manga n'était pas très très bien vu à cette époque-là, donc je ne suis pas restée très très longtemps pour le coup dans mon école. Après, pour revenir au fanzina, honnêtement, je pense que c'est un peu ça qui m'a permis de m'entraîner à dessiner, même si quand je regarde mes anciennes planches ou bien les anciens petits bouquins en auto-édition que je faisais, il y a plein de défauts, il y a plein de petits trucs, mais il n'empêche que c'est grâce à ces défauts-là que j'ai pu progresser et puis apprendre tout simplement, même toute seule. Et puis même le fanzina, au final, il y a quand même... Il suffit de voir Japan Expo, je ne sais pas combien il y a de stands maintenant. Je veux dire, ça s'appelle le village fanzine, donc pour dire à quel point il y a beaucoup de monde. Et du coup, on peut apprendre avec d'autres personnes. Il y a des groupes qui vont se former, il y a des groupes de dessin qui vont se former. Je vois que maintenant, il y a aussi des groupes de dessin dans des cafés qui se font, des soirées ou des journées spécialisées pour ça. Donc, personnellement, je n'ai pas d'avis sur une école de manga en particulier parce que je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble ou comme je n'ai pas fait un cursus là-dedans, je ne pourrais pas dire exactement si ça aboutit véritablement à quelque chose. Dans tous les cas, qu'on aille dans une école ou qu'on soit en autodidacte, il faut travailler de toute façon. On ne peut pas aller dans une école et attendre tout simplement que ce soit les profs qui mâchent un petit peu le travail. On se dit ça va être magique, je vais pouvoir... on va trouver des astuces, c'est sûr, mais de base, ça va être le travail, ça va être l'observation, ça va être justement le fait d'avoir
moi j'avais un webcomic à l'époque, donc ça me permettait tous les dimanches de mettre une planche à chaque fois. Maintenant il y a des plateformes qui proposent justement de poster des webcomics ou bien des romans illustrés ou ce qu'on veut. Mais de base, de toute façon, il faut être motivé. Et après, le public aussi, le suivi, pas forcément d'un prof, mais des gens, des fans ou quoi que ce soit, c'est c'est une grosse motivation, on va dire. C'est vraiment un des trucs qui peut pousser à en faire plus, justement. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions encore? Je fais une deuxième question. Alors là, ça va être rapide, je vous promets. Juste savoir si aujourd'hui le manga français est rentable, si ça va continuer, ou alors est-ce que ça va terminer comme une super initiative qui était, on avait essayé la prépublication en France avec un magazine, je ne me souviens pas le nom, mais ils avaient essayé et ça n'avait pas marché. Donc voilà, est-ce que le manga français est rentable et est-ce que ça va continuer? Oui. Voilà. Le manga français est rentable, mais en fait on ne peut pas regarder sur sa globalité, il faut regarder série par série. Après moi j'ai pas les yeux, j'ai pas le nez sur les résultats des publications de nos amis ici présents, mais je sais que en tout cas s'il y a autant de, nous en tout cas on reçoit des dossiers d'édition, voilà, toutes les semaines on en reçoit une trentaine, il y en a vraiment beaucoup. Donc après, je ne dis pas que tous sont publiables en l'état, ce n'est pas la question. Le truc, c'est de dire en tout cas, il y a une envie. Et donc, il y a quelque chose qui laisse penser aux lecteurs et aux artistes qu'on est sur un courant ascendant. Vraiment, il y a une dynamique très favorable autour du manga français. Je pense que pour l'instant, il faut prendre ça tel quel, en profiter un maximum, et on verra dans quelques années s'il aura été rentable ou pas. Ça a été dit plusieurs fois, même par nos artistes ici présents, c'est encore un phénomène trop nouveau pour juger aujourd'hui, dire bon ben voilà, c'est un début, on est en dessous des résultats escomptés, vas-y on laisse tomber, tu vois. Non, on doit laisser le temps à quelque chose de se développer. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de réponse vraiment, on ne peut pas dire de manière très, très péremptoire, oui, non, ça marche pas. C'est au moins, pour le moins, très encourageant. En tout cas, je pense qu'on peut dire c'est qu'il y a un réel engouement de la part des gens. Enfin, là, je regarde, moi, quand j'avais participé au Tremplin Kiyun, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Je pense que pour la deuxième édition, il y a eu beaucoup de monde. Et je pense que pour la troisième édition qui est en cours, là, voilà, il y aura aussi beaucoup de monde. Donc, en tout cas, au niveau succès, est-ce que les gens sont moins frileux, que ce soit au niveau de la création donc des auteurs et des éditeurs, ça, enfin, voilà, je pense qu'on le voit chaque année, il y a de plus en plus de mangas français qui sortent, il y a de plus en plus de gens qui commencent à dessiner du manga aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a quand même à faire, je pense. On n'a pas le dessous des cartes parce qu'on n'est pas, nous en tout cas on n'est pas éditeur, donc on n'a pas exactement les chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme tu dis, il y a de plus en plus de titres qui sortent chaque année. Donc c'est que quelque part le phénomène il se solidifie et il commence à exister. Donc je pense qu'on va vers quelque chose de durable et de rentable, oui. Il faut dire aussi que tout le monde a été biberonné aussi au dessin animé, comme on le voyait. Et du coup, de cette émergence, en fait, de ces bébés, en fait, tout le monde est devenu des adultes et on fait une création. Donc on est quand même sur une création ascendante. Et par rapport à ça, est-ce que vous pensez que du coup, les mentalités changent grâce aussi au manga français, que du coup, le manga est quelque chose de beaucoup plus culturel qu'il était à l'époque? Ben, moi, je vois des fois, justement, je vois, comme je dis, au niveau de la diversité des gens qui viennent pour faire des dédicaces, je mentirais si je disais que je n'avais pas été surprise au début, parce que, mine de rien, j'avais encore des mauvaises habitudes de ces dernières années. Et quand on a vraiment toutes ces personnes très différentes en face de nous, on se dit « Ah, finalement, oui, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. » Et moi-même, je ne m'étais pas rendu compte parce que, après, je pense que la plupart des auteurs, c'est un peu pareil, mais on est tous un petit peu dans notre bulle. On est concentré sur notre travail et on ne se dit pas « Ah tiens, je vais forcément avoir ce genre de personne-là ou ce genre de personne-là. » Mais ouais, on se rend compte qu'il y a des mamans qui arrivent, il y a des papas qui arrivent, je vois des fois les parents qui font « Ah, je connaissais pas, mais je vais lire avec mes enfants, je vais regarder ce que c'est, tout ça. » Donc oui, peut-être qu'il y a une espèce d'ouverture.
on se dit plus manga égale violence et ce genre de cliché-là, mais non, faut le considérer comme un média, et que c'est un média qui partage une histoire, qui partage un message, comme un film, comme une série, comme voilà, n'importe quel autre produit qui améliore culturellement le cerveau et tout ça. Et ben oui, c'est vrai. Et du coup, c'est bien, je trouve. C'est assez bien de se dire que, en plus, maintenant, il y a tellement de mangas différents. Enfin, si on veut un manga sur la cuisine, on va lire un manga sur la cuisine. Si on veut un manga sur je sais pas moi. Sur le jeu vidéo, il y en a sur des exploratrices. Il y a vraiment sur tout. Je pense que n'importe quelle personne maintenant, même s'il me dit j'aime pas le manga, je suis sûre qu'il y a une personne, on peut lui trouver quelque chose quelque part et lui dire tiens, même s'il faut que je t'aide pour la lecture de droite à gauche, voilà, je t'aiderai, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir découvrir quelque chose qui te plaît. Donc voilà. Non, puis c'est générationnel, c'est que cette fameuse génération Club Dorothée vieillit en fait, et donc on devient des papas, des mamans au moins potentiellement, et donc forcément le manga est mieux accepté parce qu'en fait nous-mêmes on devient décideurs dans la société et qu'on est capable d'acheter des choses, etc. C'est clair que c'est pas la génération de nos parents avait une vision très stéréotypée du manga que nous on n'a pas, donc forcément et je pense que le phénomène d'avoir du manga français, ça vient aussi de ça. Ça vient aussi c'est plus un corollaire qu'une cause en fait. Eh bien, c'est sur ces beaux mots qu'on va arrêter cette conférence. Merci encore à vous d'avoir participé. On peut aussi applaudir tous ces gens-là. Yamishin de Grid Mechanic au stand Kyun. Donc, si vous voulez voir, tu as des dédicaces là. Fini les dédicaces, mais en tout cas, vous pouvez acheter Grid Mechanic chez Kyun versus Fighting Story chez Glénat maintenant en dédicace. Sylvain, il sera aussi en dédicace au stand Kana pour Marble Game. Et Mahmoud, si vous voulez le voir, il est aux éditions H2T, donc au stand Pika H2T. Merci encore à vous, et on enchaîne avec un anniversaire tout de suite.